Bien, Yorana, bonjour à tous. Maintenant que vous avez changé de place, je me présente à vous. Je m'appelle Philippe Bocon-Liodet, c'est écrit derrière. Je suis colonel et je suis directeur général adjoint du service militaire adapté, plus couramment appelé le SMA ou le RSMA quand on est sur les territoires. Je vais commencer par me présenter à vous parce que je pense qu'il est important, lorsqu'on participe à une conférence ou à un échange, de savoir qui l'on a en face de nous. Alors moi, c'est un peu flou, et d'ailleurs avec les projecteurs, on ne voit pas grand-chose, mais j'imagine. Et puis pour avoir participé depuis 2 jours, je crois à peu près avoir cerné. Il est important de savoir qui on a en face de nous, surtout quand cet échange, l'échange que l'on va avoir, doit être basé sur la confiance, une confiance réciproque. Cette relation de confiance, car j'espère que nous sommes d'accord sur ce point, la relation, l'échange que nous allons avoir ne peut pas être basé uniquement sur une négociation, une relation de négociation, une négociation même parfois soft, ou un échange à sens unique. Tous, ici, il nous faut une confiance réciproque si l'on veut se comprendre pour avancer ensemble. Et pour avancer ensemble, c'est un peu le terme, si j'ai tout bien compris à peu près depuis mercredi, c'est à peu près le thème du congrès. Donc on va s'y employer. Et donc sans vous connaître ou si peu, moi je vais vous accorder d'emblée ma confiance. Alors si ça peut surprendre, étonner certains d'entre vous, sachez que c'est la confiance accordée d'emblée, c'est le fondement premier de la relation de commandement, de management dans les armées. Et je peux vous garantir que ceux qui sont en unité, engagés dans l'action, le vivent au quotidien. Ce ne sont pas que des mots. Confiance accordée d'emblée. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors en 2 mots, Philippe Bocon-Liodet, je vais vous la faire courte, je vous rassure, 12 ans d'unité opérationnelle dans l'infanterie de marine, 6 ans en formation initiale et continue, d'un côté en tant qu'apprenant ou que formateur, 4 en coopération en Afrique de l'Ouest, et puis 8 au service militaire adapté, de directeur des opérations à colonel commandant un régiment en Martinique, du SMA, et puis à directeur adjoint du SMA. Voilà, vous savez tout, ou presque, enfin au moins suffisamment pour aujourd'hui. Enfin, j'ai conçu mon intervention spécialement ciblée pour ce congrès, ce 3e congrès de Élevons-nous. Donc c'est une conférence à usage unique. Et donc vous me pardonnerez d'utiliser un support numérique. À la fin, ça évitera en fait que je me disperse, parce que ceux qui me connaissent le savent, j'ai une nature à partir, je suis plutôt un passionné. Donc on va canaliser un petit peu tout ça, de façon à ce que vous en tiriez quelque chose. Et vous allez voir, c'est un peu une démonstration, une logique, il y a toute une logique derrière, où chaque mot est pesé, et je ne voudrais pas qu'il y ait des mauvaises compréhensions sur les termes utilisés. Alors maintenant que le premier palier de notre confiance est atteint, je vous propose de nous engager sur le 2e palier. On va s'élever sur ce 2e palier. Et pour cela, je vais arrêter de parler de moi, et je vais vous accompagner dans un renforcement de vos connaissances. Je vous rassure, on n'ira pas dans le détail, mais de vos connaissances de ce qu'est le service militaire adapté. Et pourquoi je vais vous en dire un petit peu plus ? Parce que, comme c'est prévu, pour tous les conférenciers, je vais m'appuyer sur l'expérience du SMA et un petit peu mon expérience du SMA pour alimenter en fait cette conférence et vous faire voyager au gré de la thématique qui est fixée. Alors le SMA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ah oui, parce que c'est à moi de passer les diapos. Alors, attendez, j'ai le boîtier miracle. Voilà. Le SMA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle au profit des jeunes de 18 à 25 ans, filles ou garçons, ou femmes ou hommes, éloignés de l'emploi et résidant dans les outre-mer français. Ça, c'est la première vocation. Et puis la seconde, en simultané, c'est au profit des entreprises et de leur développement. Le SMA a été créé il y a 58 ans aux Antilles, suite à des événements sociaux. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Et il survit aujourd'hui, 58 ans après, et il est encore plus grand que ce qu'il était à l'époque. Alors en Polynésie,
Il s'est progressivement développé, là je prends mes notes, de 89 à Ivawa, aux Marquises, en 93 à Ao dans les Tuamotu, en 95 sur Tahiti à Mahina, puis maintenant à Aroué, et puis en 96 dans les Australes à Tupuai. Le SMA relève de la tutelle de la ministre des Outre-mer et fait partie intégrante du patrimoine des Outre-mer parce qu'il a été construit et développé par et pour les Outre-mer. Et quand on est Outre-mer, ceux qui découvrent un petit peu cet environnement, ces cultures, le RSMA, en fait, je vais dire que peut-être pas dans toute famille, mais dans la plupart des familles, en fait, il y a quelqu'un qui est passé dans les rangs du RSMA, soit à l'époque où c'était l'armée d'appelés, de conscrits, soit aujourd'hui, c'est un dispositif un peu particulier. Alors entre 2009 et 2017, il a doublé le nombre de jeunes accueillis, formés, accompagnés et insérés, en passant de 3 000 à 6 000 jeunes sur l'ensemble des 12 fuseaux horaires, tout en maintenant un taux d'insertion à plus de 80%. Insertion, ça veut dire de contrat de travail ou de reprise de formation, mais qualifiante et rémunérée. Et c'est aujourd'hui plus de 7100 personnes réparties sur les 12 fuseaux horaires dans 7 régiments, un centre de formation à Périgueux, et puis ce que l'on appelle nous un état-major, on pourrait l'appeler un board de 30 personnes à Paris. Et puisque vous n'aurez pas l'occasion de visiter, c'était le cas dans les éditions précédentes, mais de passer au régiment du service militaire adapté de Polynésie, et bien que sa chef, la colonelle Sandrine Atka, soit ici présente et qu'elle se tienne à votre disposition pour vous faire visiter sans préavis le SMA qui n'est pas très loin, je vais vous proposer de le découvrir en 3 minutes au travers d'un petit clip, d'un petit reportage. Merci. Ils ont trouvé le chemin de l'emploi, une vie stable construite, des horizons ressaisis. Ce sésame, cette conquête de soi, ces 2 jeunes salariés de Mahina les doivent en partie au service militaire adapté. Il suffit de se rendre un lundi matin au lever des couleurs pour comprendre à travers les frissons d'un chant le jeu des métamorphoses, la force du groupe, la cohérence de l'être à naître. Lailani, 5 mois de présence, une formation d'aide à l'enfance et déjà une écoute de soi qui a changé la donne. Sa famille voit la différence. Ils ont trouvé beaucoup de changements depuis mon entrée au RSMA et ils sont fiers de ce que j'ai parcouru depuis le début. Ici, 60% des jeunes gens viennent des quartiers sociaux de Tahiti. Josapha est originaire de Fahar. Ce jeune papa de 2 jumelles, un bac pro, depuis 4 ans, de galère en petit boulot. Le RSMA, c'est une manière de revisiter son métier de chaudronnier, de présenter un CV fourni, nourri par le sens du devoir. Alors que les entreprises me demandaient beaucoup d'expérience, j'ai pas eu ça. On m'a pas pris dans mon secteur. Ils voient que je sors du RSMA, alors ils savent que je suis discipliné et je suis ponctuel, car on apprend tout ça au RSMA. La rigueur militaire, la discipline et la camaraderie comme viatique. Ainsi, le RSMA est plus qu'un lieu de formation. L'objectif, le développement intégral. Se découvrir, s'affirmer. 21 formations, certaines avaient des insertions à 100%. Exemple, le travail de magasinier. Mais ici, tout change. De nouvelles formations apparaissent chaque année. Cette semaine, les stagiaires passent un examen de technicien de fibre optique. Une première, une réponse au marché. On se doit de s'adapter au marché de l'emploi. L'idée, c'est pas de former des chômeurs dans une filière qui ne va pas recruter et dans laquelle il n'y a pas de débouchés. L'idée, grâce aux relations formidables qu'on a et avec les entreprises et avec les partenaires de l'État et du pays ici, de cibler toujours le domaine d'activité dans lequel on manque de main-d'œuvre, de façon à former les jeunes qui ont toutes leurs chances d'être recrutés après leur passage chez nous. Des visages, des centaines de visages, 650 stagiaires chaque année. Le destin social peut échapper à la fatalité, une seconde chance est à portée de volonté. Ils y croient tous, comme Ailani. Cette jeune femme a quitté le RSMA en 2013, elle a désormais un CDI, le permis de se projeter.
Oui, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. 82% d'insertion, un chiffre conséquent dans un engagement total des stagiaires et des militaires, une logique gagnant-gagnant, le Fénois en est bénéficiaire. C'est pour vous, hein, les Sandrine et les cadres. Voilà, merci à Sandrine, à toi et à ton équipe pour le travail qui est effectué et puis pour ce témoignage qui vous en dit un peu plus sur cette extraordinaire aventure que représente le SMA, à la fois pour les jeunes, à la fois pour leurs familles, on y reviendra tout à l'heure, à la fois pour les entreprises et puis pour le territoire. Mais aussi pour les cadres militaires qui y servent. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard quand on parlera de transformation, d'esprit, etc. Alors, quelles sont les perspectives du SMA? On a vu ce que c'était. En 2019, le SMA s'est lancé un ambitieux défi que l'on a appelé le projet SMA 2025. Notre ambition, c'est d'investir dans une employabilité durable au profit des jeunes et des entreprises. Ça, c'est le slogan. C'est ce qui anime. Chaque mot est pesé, chaque mot se décline, et on va le retrouver, vous allez voir tout à l'heure, dans un plan d'action, etc., etc. Et pour ces 4 axes stratégiques, pour cela, on a défini 4 axes stratégiques. Le premier, c'est de passer d'une logique de parcours collectif de formation à une approche par compétences. Le deuxième, c'est de recentrer l'accompagnement sur le jeune, un accompagnement socio-éducatif, avec un effort particulier sur ce que l'on a appelé en fait, l'accompagnement médico-psychosocial, qui vise à lever les freins que certains jeunes ont. Vous l'avez compris, ce sont plutôt des jeunes qui sont en manque, au moins aux cadences lentes. Et certains ont des freins qu'il faut lever avant d'essayer de définir un projet et d'essayer d'avancer. On y reviendra aussi tout à l'heure. Le troisième, c'est d'intégrer le numérique à la fois dans les formations, vous l'avez vu avec la fibre optique, dans la pédagogie, qui est en pleine mutation, et puis dans l'environnement des jeunes, c'est-à-dire un accès permanent et un usage de leur téléphone. Et puis enfin, le quatrième axe, c'est de faire que chacun des 7 régiments du SMA, de faire de chacun de ces 7 régiments une plateforme territoriale de partenariat au service des jeunes et des entreprises. En fait, ce projet, il ambitionne de renforcer l'impact social et économique du SMA dans les territoires d'outre-mer. Et c'est résolument dans une culture numérique et une démarche collective que nous nous inscrivons. Alors, vous savez tout maintenant, ou presque, sur l'actualité 2019 du SMA, sur le défi en marche vers le projet SMA 2025. Et maintenant, puisqu'on est en confiance, je vais vous demander, pour préparer les échanges qui suivront, au fur et à mesure de mes propos, de retenir, d'inscrire, de noter les quelques mots, les quelques expressions qui vous interpellent, qui suggèrent quelque chose, un point commun avec ce que vous avez, ou qui vous interrogent. Donc notez-les, ce sera beaucoup plus facile après pour vous, après. Faites-le au fur et à mesure. Voilà, on va reprendre le fil. Alors, je viens de m'appuyer sur cette expérience du SMA et de ce projet 2025, en fait, pour évoquer avec vous 4 thématiques qui, je pense, vous en conviendrez, constituent aujourd'hui en fait des enjeux majeurs pour toute organisation vivante. Moi, je l'appelle comme ça, une organisation vivante, qu'elle soit une entreprise au premier sens du terme, au second sens, une grande entreprise, une petite entreprise, une association, même un projet familial, c'est une entreprise. Donc une organisation vivante. Première thématique, la question du sens. Le sens que l'on fait naître et vivre collectivement dans une organisation et qui passe nécessairement par la formalisation d'une vision politique, stratégique, voire opérationnelle. Ensuite, deuxième thématique, deuxième question,
la question du bien commun et cette responsabilité sociale et citoyenne qui, au-delà de la quête de performance, constitue un enjeu majeur pour donner du sens à l'action et à l'engagement de chacun de ceux qui participent à cette organisation. Et on l'a bien vu hier dans certaines interventions. 3, la question du management et de ses modes d'action. Savante alchimie d'autorité, de confiance, de responsabilisation, d'interculturalité, d'innovation, de collectif, d'exemplarité aussi. Et on reviendra un petit peu dessus aussi tout à l'heure. Vous dites, qu'est-ce qu'on va revenir sur les choses tout à l'heure. C'est grâce à vous avec les questions. Et puis enfin, le 4e axe, c'est celui de la transformation de l'organisation et de son fonctionnement. Celle d'un dispositif de plus de 7000 personnes, je vous l'ai dit, répartis sur 12 fuseaux horaires et producteurs d'insertion socio-professionnelle. Alors vous le savez, et nous le mesurons chacun dans nos quotidiens respectifs, répondre à ces 4 questions constitue le véritable enjeu qu'il nous appartient de relever pour garantir l'engagement et la performance de nos entreprises respectives. Abordons tout d'abord la question du sens. Alors lorsque l'on discute avec des jeunes de tous horizons, et je dis bien de tous horizons, tous ou presque veulent donner du sens à leur vie, à leur projet de vie. Ils ne sont pas juste préoccupés par trouver un boulot ou renforcer leurs compétences professionnelles. Ils apprennent comment faire et ils se posent la question, mais pourquoi dois-je le faire ? Et en fait, en prenant juste un petit peu de temps, on peut se dire, finalement, est-ce qu'ils ont tort de se poser la question ? Finalement, c'est pas mal de se poser la question du sens, de dire pourquoi je dois faire ça. Mais c'est bien en fait cette construction d'un projet de vie, et ça, quels que soient les jeunes. On s'aperçoit dans toutes les entreprises humaines que cette aspiration émerge et tente de s'imposer sur le plan collectif. Pas seulement les jeunes. Le pourquoi, à quoi ça sert ? La communauté des subordonnés, des collaborateurs, des jeunes, vous les appelez comme vous voulez, des associés, veut savoir pour comprendre où l'on est et où l'on va. Et par conséquent, il est vital de l'intégrer, vous les managers, les chefs d'équipe, de l'intégrer d'emblée et de le faire valoir dans nos organisations. Cette question du sens. Alors le SMA n'échappe pas à ce constat, et ces 1100 cadres militaires, pourtant habitués à la mobilité, l'incertitude, l'adaptation, le déplacement, la jeunesse, le brassage social, les situations difficiles, l'interculturalité, habitués aussi à un commandement parfois un peu formel, vivent au SMA une véritable aventure et une véritable remise en question, qui parfois est déstabilisante et qui impose une stratégie à ceux qui sont les managers, mais qui vivent aussi cette situation déstabilisante, de mettre en place un accompagnement spécifique et un style de commandement qui est adapté. Et pour ça, je prendrai juste l'exemple, on en a parlé avec certains hier, sur l'ensemble des SMA que vous avez vus. Je peux vous dire qu'on ne commande pas de la même façon en Polynésie que l'on commande en Martinique, que l'on commande dans les tribus Kanak en Nouvelle-Calédonie, dans lequel est implanté le régiment, que l'on commande à Mayotte, ou avec des jeunes urbains de Bémao, ou des Amérindiens de la forêt guyanaise. Et même ici, on ne commande pas de la même façon à Aroué que dans les Marquises. Mais on va y revenir de tous ces sujets dans la question, dans la 3e et la 4e question. Alors, cette volonté d'une action collective a été formalisée dans ce que l'on a appelé un corpus SMA 2025, qui vise à répondre aux questions du quoi, du pourquoi et du comment. Ce corpus s'articule en 4 documents qu'on va balayer rapidement. 1, un projet politique. Je vous l'ai dit, on est directement placé sous la tutelle de la ministre des Outre-mer, donc on a un projet politique, sinon
on se fait doubler par les politiques eux-mêmes, donc autant proposer son projet. Mais on a un projet politique qui fait en gros 4 pages, qui a été validé par la ministre et qui a pour vocation d'être diffusé librement, en interne comme en externe. 4 pages. Il définit le cadre général et les orientations politiques et y associe 10 projets politiques spécifiques, bien ciblés, qui correspondent aux projets. Vous verrez, si la ministre vient, en fait, les projets, c'est ses dadas et certains ont été définis ici. 2, un plan stratégique de plus de 37 pages qui formalise la vision 2025 du SMA, un espèce de mélange de quoi et de pourquoi. Il se décline, ce plan, je reviens en arrière, il se décline en 9 lignes d'opération qui s'articulent en domaines d'action, chacune de ces lignes, et chacun de ces domaines se décline à son tour en actions qui se traduisent par un verbe d'action dans un cadre espace-temps défini. On peut en reparler après si vous souhaitez. Et ce document, il vise notamment à permettre de piloter le projet 2025 et donc à suivre l'évolution prévue ou imprévue du projet que l'on s'est défini. Ensuite, 3e document que vous avez là, un plan d'opération qui formalise et explique aux 7 régiments du SMA le comment de la mise en œuvre du projet SMA 2025. En termes militaires, il s'agit de concevoir et d'énoncer clairement ce que l'on appelle, nous, la manœuvre. Cette fameuse manœuvre. Et puis enfin, vous trouvez des ordres de conduite qui fixent annuellement, à chaque régiment, en début d'année, l'action, les objectifs à atteindre dans le cadre de sa performance, de façon à lui laisser une autonomie sur le reste de l'année. Alors dans les entreprises, on peut se dire ah oui, c'est comme ça se fait toujours comme ça. Nous, ça se fait pas toujours comme ça. Nous, on aime bien parfois marquer un peu à la culotte. Alors à quoi tout cela sert-il, me direz-vous? Eh bien, en organisant et en formalisant l'action collective autour d'une vision, d'intention, d'objectifs et d'action, les chefs et les subordonnés, c'est comme ça qu'on passe, sont mis sur un pied d'égalité. Ils partagent alors la même vision et le même esprit. Et ça, c'est un terme que vous retrouvez souvent, parce que nous, on dit l'intention qui se traduit en esprit, l'esprit de la mission, la lettre de la mission qui est écrite et l'esprit de la mission. Donc ils partagent tous une même vision et un même esprit et agissent donc dans un même référentiel que chacun connaît et dans lequel chacun doit se reconnaître. Et cela aboutit à un sens qui est alors donné. Alors pour conclure cette première partie, vous le savez, l'adhésion des collaborateurs, des subordonnés, eh bien c'est le premier indicateur à observer. Et la difficulté, c'est que ce premier indicateur, il est aussi très difficile à mesurer. Donc ça, c'est un autre challenge dans ce suivi de cette adhésion au projet. Il appartient donc aux dirigeants, aux chefs, de trouver les bons équilibres pour que sens et performance deviennent en fait indissociables dans la réalisation de la mission et dans la vie de tous les jours. Voilà pour le sens. Ce qui nous amène naturellement à la question du bien commun. Car en effet, si le sens donne, disons 50% de la réponse, je vous propose de lui donner un éclairage complémentaire en abordant l'utilité collective. L'utilité collective que chacun de nous ressent, le vit. En quoi mon action participe-t-elle à un enjeu de société? Quel rôle social, quel impact social ai-je?
Et ça nous renvoie à l'intervention d'Aurélia d'hier après-midi, même si on est dans des registres très différents. Et c'est ainsi qu'on voit actuellement des collectifs qui se déplacent vers d'autres sphères. Et j'en prendrai qu'un seul, celui du bénévolat. La montée de l'engagement dans le bénévolat, notamment des jeunes, ça peut surprendre certains d'entre vous, mais en France, au moins métropolitaine, il y a une étude qui a été réalisée par l'IFOP pour France Bénévolat, qu'il ressort qu'entre 2010 et 2016, si le bénévolat associatif a progressé de 17% en général, celui des moins de 35 ans a progressé de plus de 34%. A progressé de plus de 34%. Ça ne compte pas les services civiques, pour les plus avertis d'entre vous. Et sans doute, ce constat, il est ainsi parce que cet engagement bénévole est sans doute porteur de sens, d'utilité individuelle, mais aussi très certainement parce qu'il donne à chacun la possibilité de contribuer à une mission collective. Il nous faut donc, ceux qui sommes dans l'entreprise, cultiver en permanence, avoir en tête en permanence cette notion, ce critère, ce point décisif qu'est l'engagement des collaborateurs au service du bien commun. En parallèle, on parle aussi aujourd'hui beaucoup de crise de l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Je vous dis au sens large du terme. Et puisqu'il y a même certaines études qui annoncent même des chiffres un peu impressionnants, un peu faramineux, de 87% des collaborateurs qui ne seraient pas ou plus engagés dans leur entreprise. Donc là, ça doit quand même nous interpeller. Donc le réamorçage de la pompe à engagement est indispensable et constitue l'un des grands enjeux des organisations. Et il passe par des réflexions profondes à mener sur le sens de l'entreprise dans la cité, le sens de l'entreprise auprès des collaborateurs, le sens de l'aventure individuelle et collective, de notre aventure individuelle et collective au sein de cette organisation. Oui, cela nécessite de réfléchir à la raison d'être sincère et authentique de l'organisation. Alors pour les cadres du SMA, eh bien c'est un peu similaire. La mission d'insertion au cœur des enjeux socio-économiques majeurs, le fait de lutter contre l'illettrisme, de travailler sur des jeunes qui sont en difficulté, de travailler sur l'emploi, la formation, l'insertion, l'éducation, la prévention de la délinquance, la lutte contre les addictions, la citoyenneté, mais aussi la reconnaissance unanime qui est reconnue à leur travail, leur fournit tout naturellement un sens légitime, le sens légitime à leur action. Mais ça ne suffit pas toujours. Et la confrontation de leur mission au SMA avec la mission pour laquelle ils ont été initialement formés, pour laquelle ils se sont initialement engagés, là je parle bien des cadres, suscite encore chez certains des doutes quant à la pertinence de leur engagement. Donc vous voyez, sous des airs de dire ils réussissent, ils y arrivent et tout, ils sont engagés, c'est merveilleux, en fait, et Sandrine pourra vous en parler. Vous le voyez donc, l'enjeu est donc commun à toutes les organisations et il constitue sans nul doute l'un des enjeux majeurs de l'exercice du management que nous allons voir maintenant. Alors au-delà des questions du sens et du bien commun, il s'agit bien évidemment de la question du management. Et là, commandement, management, ça fait débat dans les armées depuis des décennies. Le vocabulaire parfois est emprunté aux militaires et ramené dans le management. On ne va pas rentrer dans un débat philosophique sur différence management, commandement. Voilà, il y a des différences, on pourrait y revenir. Mais nous le savons tous, nous vivons tous à la simple énonciation de ce mot de management, se dévoile une multitude d'idées, de concepts, de méthodes portées par une littérature foisonnante, par l'organisation de congrès sur le management, qui rivalisent d'originalité à l'évocation de ce mot. Enfin, comme accessoirement aujourd'hui, je suis invité et intervenant sur le thème du management par Idéo, qui est quand même un peu sur son cœur du sujet dans le management, je vais rester humble et je me contenterai très modestement
d'évoquer avec vous ce matin ce que l'on pourrait nommer le mode d'action SMA, qui est encore une petite particularité parce que la finalité est différente de celle d'une unité, de la finalité des armées, qui est le combat. Je ne vous parlerai pas ici du projet éducatif du SMA avec les jeunes, ça c'est un autre sujet. Mais je vais focaliser mon propos sur le ou les modes d'action qui permettent aux cadres militaires de s'approprier rapidement leur mission et de la remplir, il faut le dire, avec une exceptionnelle efficacité. Je vous le rappelle, ils sont plus de 7000 sur les 12 fuseaux horaires. Ils sont en poste pour 2 à 3 ans. Donc ça veut dire que 100% de l'encadrement d'un régiment du SMA change tous les 3 ans. Et ils n'ont pas été formés au début pour remplir cette mission-là. Car la plupart d'entre eux viennent des régiments, des forces, ce sont des soldats. Alors maintenant que l'équation est posée, voyons ce fameux mode d'action SMA. Eh bien, il s'articule autour de 3 pratiques complémentaires. La première, c'est celle du commandement. Alors certains y verront peut-être un anachronisme, rentrant parfois en contradiction avec les méthodes actuelles de management qui s'appuient sur une science du management en expansion, qui insisterait davantage sur l'art de travailler avec ses collaborateurs, de travailler ses collaborateurs en équipe plutôt que de les commander. Encore une fois, ce n'est pas mon sujet. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'une science, il s'agit d'un art. Un art qui allie le cœur et l'esprit, qui allie la pensée à l'action, et pour lequel toute recette lui est fatale. Alors c'est un art, diront certains, oui, mais un art appliqué. Parce que ses voies et ses moyens doivent adapter aux circonstances et surtout aux hommes sur lesquels il s'exerce. Alors vous le voyez, au-delà des constats et débats sur l'exercice de l'autorité, voire même sur les fondements de l'autorité, qui font débat par les temps qui courent, le commandement militaire à la française, tel qu'il est mis en œuvre au SMA, entre autres, résout l'équation en conciliant efficacité pyramidale, responsabilité individuelle et relations humaines. Il parvient ainsi, on peut dire, à un haut degré d'efficacité, tout en assurant à chacun sa sphère d'initiative, qui est un gage de son épanouissement personnel. Parlez-en avec les cadres, vous le ressentirez. Et bien que l'art du chef deviendra sans nul doute de plus en plus persuasif, et il l'est déjà, et nous, depuis bien longtemps, on parle du commandement par adhésion, eh bien le chef, lui, continuera d'être celui qui donne le sens à l'action. Et cette action, à cette action collective. Et apparaîtra comme le miroir, là l'image est un peu plus poétique, comme le miroir de son groupe, dans lequel le groupe se reconnaît. Et quand on est en situation de crise, quand on est dans l'incertitude, on le vit même avec des groupes d'amis, même si votre moteur clenche au milieu du lagon, tout d'un coup on se retourne vers quelqu'un, qui n'est pas forcément celui vers lequel on s'attendait que le groupe se tourne. Le leader, le chef, investi, celui à qui appartient le bateau. Alors passons maintenant à la deuxième, après ce commandement, à la deuxième pratique, qui est celle du management en mode projet. Alors ce mode projet, vous le connaissez, je ne voudrais donc pas plus formaliser sa raison d'être au SMA, en complément de ce mode de commandement. Car plutôt de rappeler qu'il est le chef, ce qui constitue pour un chef, de l'avis de certains, l'échec suprême, quand vous dites « c'est moi le chef », je vous rappelle que c'est moi le chef. Le dirigeant doit chercher en permanence à développer l'intelligence collective de son organisation et de ses équipes. Une intelligence collective qui crée de la valeur et qui produit de l'innovation. Et vous voyez qu'on retrouve les mots d'hier. À ce titre, la responsabilisation, la délégation, la subsidiarité doivent donc s'imposer. Elles préservent la liberté d'action du chef, c'est le premier point, valorisent les individus en les poussant à donner toujours davantage
et en développant en eux la conscience que ce qu'ils apportent et sont susceptibles d'apporter à ce collectif. Et c'est bien et le mot est important, cette autonomie en responsabilité qui passe notamment par un management en mode projet totalement complémentaire du mode commandement. Enfin, la troisième pratique est celle de la démarche partenariale. De par sa vocation, le SMA conçoit et conduit son action pour répondre à des besoins souvent complémentaires, parfois contradictoires, des jeunes en quête de projet, des familles en quête de solutions, des entreprises en recherche de compétences, des acteurs publics en devoir de réussir, mais aussi de simples citoyens en responsabilité du bien commun. C'est donc naturellement que le SMA s'est engagé avec dynamisme et pugnacité dans une démarche partenariale qui vise à renforcer cette coopération. Et nous l'avons évoqué précédemment, le projet 2025 vise à amplifier ce rôle de plateforme partenariale. Les 7 régiments du SMA constituent autant de lieux de vie communautaires pour une grande partie des jeunes en difficulté de chaque territoire. Ils y sont accueillis, nourris, hébergés, soignés, mais surtout accompagnés, formés sur des durées de 6 à 12 mois. Et à ce titre, les régiments constituent autant de plateformes identifiées et permanentes sur lesquelles doivent pouvoir collaborer, voire s'appuyer tous les acteurs de l'insertion des jeunes. Et le projet SMA Plateforme, il est nommé ainsi, place non seulement le SMA comme facilitateur entre les jeunes et les entreprises, mais aussi comme une interface territoriale entre les acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Vous voyez donc que cette troisième pratique est en plein essor et qui constitue à elle seule l'un des 4 axes stratégiques de ce projet. Voilà, je vous dirai en conclusion de cette question du management que le mode d'action SMA, c'est une espèce d'alchimie originale entre commandement, management et coopération. Cependant, une certitude émerge, c'est que cette alchimie, elle est de nature à produire l'intelligence collective qui est indispensable pour conduire ce fameux projet SMA 2025. Alors cela nous amène tout naturellement vers la dernière question qui est celle de la transformation, la conduite de la transformation, la conduite du changement. Alors bien évidemment, imaginer, concevoir, formaliser le projet ne suffit pas, il faut ensuite le conduire. Très certainement, faudra-t-il aussi l'adapter, en fonction notamment de l'évolution du contexte politique, budgétaire, économique, sécuritaire, social, mais surtout en fonction des acteurs du projet eux-mêmes, les femmes et les hommes qui sont à l'intérieur de l'organisation et qui vont mettre en œuvre, tout au moins participer à la conduite de la réalisation de ce projet. Car en effet, ce sont eux les véritables enjeux de la transformation. Ce sont ces hommes et ces femmes qui vont faire que ça va marcher ou pas, qui vont faire que vous allez sortir de cette vallée de la mort. En terminologie militaire, on appelle ça, on dirait qu'il constitue le centre de gravité de la mission de transformation. Et sur ce centre de gravité, le chef militaire va venir appliquer son effet majeur, matérialisé par un verbe d'action dans un cadre espace-temps. Ouais, c'est une manie chez nous d'avoir un verbe d'action dans un cadre espace-temps défini. On aime bien ça. Et cet effet majeur, il fixe l'intention du chef. Et derrière l'intention du chef, il y a l'esprit. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la lettre et l'esprit. La lettre, c'est écrit, c'est formalisé, il y a une méthode. L'esprit, c'est ce qui se passe dans la tête du chef. Et si le chef n'est pas là ou n'est plus là, la troupe a au moins le sens. Ah, on avait prévu d'aller, on prend sa voiture, et puis on dit, ok, très bien, on va de l'autre côté de l'île. Très bien, eh bien, même si le chef disparaît, si sa voiture, on perd, on sait qu'on va de l'autre côté. Il y a un point d'arrivée. Au moins une destination. Et cet effet, cette intention,
cet effet majeur, il garantit en permanence l'adhésion et l'engagement des collaborateurs vis-à-vis du projet. Alors combien de fois a-t-on entendu « Oh, mais de toute façon, c'est là-haut qu'ils ont décidé. Ils ont tout décidé pour nous. » En effet, une fois que l'orientation est prise par les dirigeants, il faut mettre en place sur le terrain. Et cette phase est sans contexte la plus délicate. Même si les acteurs qui vont œuvrer quotidiennement sont pleinement dévoués à la cause et vont relever les manches pour aboutir, il n'en demeure pas moins qu'un temps d'appropriation leur est nécessaire. En revanche, quant à nous, notre impatience à voir avancer le projet, et on en a parlé au premier rang hier, après-midi, nous joue parfois des tours, car les initiateurs du projet, ceux qui ont participé à la réflexion, puis à la construction du projet, en fait, ont plusieurs longueurs d'avance par rapport à ceux qui vont le mettre en pratique. Et c'est sur ce point qu'il nous faut avoir de la patience pour expliquer, accompagner, répéter et recadrer. Patience. Et même si les personnes qui vont mettre en place l'action sur le terrain ont été associées dès le début, d'autres acteurs viendront immanquablement se greffer à l'affaire. Et alors, il faudra de nouveau expliquer, accompagner, répéter et recadrer. Car ces derniers, aussi bien intentionnés soient-ils, voudront parfois y mettre leur touche personnelle, leur idée personnelle, au risque, parce qu'ils n'en connaissent pas l'intention, de remettre en cause le projet dans sa totalité. Alors plus globalement, nous pouvons identifier 5 clés pour conduire le changement. Et ce sont ces 5 clés que le SMA s'efforce d'utiliser quotidiennement pour mettre en place le projet SMA 2025. La première, c'est la vision. Politique, stratégique, nous l'avons évoqué. La seconde, c'est la capacité, toutes les compétences, et puis la méthode. La troisième, c'est l'incitant, l'esprit, le bien commun, le sens, le stimulant, la volonté. 4, ce sont les ressources ou les richesses humaines, budgétaires, financières. Et puis enfin, la 5e, c'est le plan d'action qui fixe, je vous l'ai dit, les objectifs, les modes d'action, qui fait des retours d'expérience. Et si l'une de ces 5 clés n'était pas utilisée, eh bien, vous aboutiriez, et je pense qu'on l'a tous vécu, à la confusion, à l'anxiété, au changement lent, à la frustration ou au faux départ. Alors, voire même parfois, on cumule. Et ça ne fait pas avancer le projet. Voilà. En effet, cela repose le plus souvent, à nouveau, sur une question de confiance. Confiance en ceux qui prennent les orientations, confiance en ceux qui participent à la réflexion et confiance en ceux qui mettent en œuvre sur le terrain. Cette confiance, c'est une vertu vivante qui naît puis s'entretient à partir d'une vision qui éclaire, rassure, conforte et fixe le cap. Confiance est une vertu vivante qui naît puis s'entretient à partir d'une vision qui éclaire, rassure, conforte et fixe le cap. Vous voyez bien que la confiance, c'est le fondement même de l'application de ce management, de cette transformation, de ce commandement, vous l'appelez comme vous voulez. Et elle doit être nourrie jour après jour pour que l'adhésion des équipes l'emporte sur la contrainte ou l'abandon. Je dis j'abandonne. Oh, je ne le ferai pas. Je ne le dirai pas, mais je ne le ferai pas. Mais il nous emmerde. On ne le fera pas. On ne va pas le faire. Voilà. Alors maintenant, il va être temps de conclure. Et pour cela, je vais reprendre le thème de la 3e édition de notre congrès. Élevons-nous. On va donc prendre un peu de hauteur avec 2 constructions. La tour de Babel et la pyramide. Ces 2 constructions, elles avaient vocation à élever
l'humanité. Mais elle nous montre l'exemple pour l'une d'un échec produit par le manque d'écoute des hommes, et pour l'autre d'un succès, d'une réussite, par une société mobilisée autour d'un projet et organisée pour avancer. Alors vous me direz, pourquoi prendre de la hauteur? Eh bien, parce que de plus haut, on voit plus loin. Et c'est plus loin, ensemble, que nous voulons avancer. Si j'ai bien compris ce qu'on faisait tous ici. Le but premier de prendre de la hauteur devient donc préventif. En anticipant, nous serons capables, grâce à cet avantage, position, eh bien, d'agir au mieux de nos compétences, en accord avec nos convictions et pour le bien des autres. Alors vous allez me dire, comment prend-on de la hauteur? Eh bien, ce n'est pas chose aisée, mais on peut citer 7 ingrédients. Le premier, c'est un projet pour avancer. Et tout ça vient synthétiser ce que je vous ai dit avant. Un projet pour avancer. Un défi pour se dépasser. Une règle pour tracer la voie. La confiance active. Un accompagnement exigeant à chacun de nos pas. Une émotion pour faire vivre chacun de ses pas et donner la valeur. Et enfin, une reconnaissance pour susciter la fierté d'avoir avancé ensemble et de vouloir continuer ensemble. Et on pourrait y ajouter, enfin on pourrait même regrouper tout ça, comme nous l'avait présenté Steve lors de la première conférence ici, et bien englober tout ça dans une histoire à raconter. Mais ce sont les 7 ingrédients de l'histoire. Et quelle que soit notre position dans le groupe, le chef, le manager, le dirigeant, la jardinière, donnera autant d'ingrédients aux jeunes, à l'exécutant, aux subordonnés, aux collaborateurs, que ce dernier lui en donnera. Et c'est ainsi que nous pourrons prendre de la hauteur et emmener avec nous des personnes véritablement engagées. Je vous remercie. Maruru.